On verra après. Dans l'espace mental, les archétypes incarnent ainsi des dépôts permanents d'expériences. On attribue généralement à Carl Jung l'introduction des archétypes dans le monde moderne, bien que la notion ait été suggérée, comme on l'a vu, par Platon. Platon nommait ces archétypes les formes, pensant que la valeur et la qualité de ces formes éternelles et fondamentales se reflétaient à travers les objets matériels. Par exemple, la beauté représente un concept abstrait qui s'applique à tous les beaux objets ou esthétiquement appréciables, bien que la manifestation individuelle de la beauté peut se décliner à l'infini comme une belle femme, un bel objet, un beau tableau, une belle fleur, etc. Donc la forme en elle-même ne varie pas. Néanmoins, Jung fut le premier à présenter ce fameux concept d'inconscient collectif, qui est la somme éternelle des expériences acquises par l'espèce humaine au cours de son histoire globale depuis le début de l'espèce humaine. Et ces expériences devinrent, au fil du temps, des légendes, puis des mythes, surgissant à toutes les époques et véritables fondations sur lesquelles sont construits ces fameux archétypes. Cependant, Jung ne décrivit qu'un nombre relativement restreint d'archétypes, tels que celui par exemple de l'ombre, celui de la mère, du père, de l'enfant, l'animus, donc qui est le modèle masculin, et également de l'anima, qui est le modèle féminin. Donc selon lui, ils prennent une infinité de variantes qu'on va voir par la suite et demeurent en constante évolution. Et en raison de leur nature changeante et variable, les archétypes ne peuvent être classés de façon rigoureuse, mais soutiennent l'élaboration de la structure de la personnalité, de nos désirs, de nos sentiments, de nos attentes, de nos croyances, de nos intentions, de nos motivations et également de nos actions. Par conséquent, tout au long de notre progression, nous sommes encadrés par des archétypes, ou ce qu'on appelle aussi dans le domaine thérapeutique ou énergétique des guides intérieurs, et chacun illustre un modèle, une façon d'être ou d'agir au cours de notre avancement à la fois personnel et spirituel. Chacun renferme donc une leçon propre, une étape en soi qu'il cherche à nous communiquer, à nous enseigner. Et ces archétypes ou ces guides intérieurs existent depuis toujours. Ils se trouvent simultanément, et ça c'est important, aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de notre être. Maintenant, nous allons parler des archétypes primordiaux, c'est-à-dire les plus anciens. Donc, l'énergie primordiale et archaïque des archétypes réside au cœur de la psyché humaine collective humaine, comme on vient de le voir. Nous pouvons les contacter donc au travers de nos rêves, mais aussi de nos rêveries, de nos fantasmes, de nos méditations, de nos visions et même de nos projets, etc. Mais aussi grâce aux moyens culturels dont nous disposons. Ils vivent en nous comme au-delà de nous. Et nous détenons tous collectivement les trois archétypes primordiaux et universels que l'on connaît sous le nom de archétypes de la Trinité Père, Mère, Enfant. Et ces derniers sont notamment explorés dans le cadre de la Rowan Therapy. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur mon site que vous trouverez sur la fin, la dernière diapositive. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle les archétypes principaux. Donc, ensemble et individuellement, nous exprimons aussi l'ensemble des archétypes principaux ainsi que leurs énergies correspondantes. Donc, les 12 archétypes principaux sont traditionnellement répertoriés comme suit. Comme vous pouvez le voir, là c'est en anglais, mais je l'ai traduit en français à côté. Donc, nous avons par exemple l'innocent, l'homme ou la femme, le guérisseur, l'amoureux ou l'amant, l'amante, le bouffon, le fond du roi, le hors-la-loi, l'explorateur ou le pionnier, le créateur, le guerrier ou le héros, le magicien, le sage, le roi, la reine ou le dirigeant. Ça, ce sont les principaux, les plus répertoriés. Ils possèdent chacun donc leurs propres valeurs, lacunes, forces, ambitions, motivations et comportements. Maintenant, en me penchant plus précisément sur ces archétypes, je me suis aperçue qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler des plans et des contrats. Donc, je me suis aperçue que les révélations contenues dans ces 12 archétypes en particulier favorisent le développement
la révélation et le dépassement des limites de la personnalité et de ce que l'on pourrait appeler son sous-produit, l'ego. Ensuite, l'épanouissement, la guérison et la libération de notre âme. Et pour finir, l'expression des attributs relatifs à notre conscience. Donc, l'ensemble de ces révélations mène à la réalisation et à l'intégration de ce que l'on pourrait appeler 3 potentiels fondamentaux. Donc, vous pouvez le voir sur les petits tableaux en noir. Nous avons le potentiel de survie, donc, qui est un potentiel relatif à l'ego et la personnalité. Le potentiel de vie, qui lui est relatif au potentiel de l'âme, ou de l'essence, ou du cœur. Nous avons enfin le potentiel divin, qui lui est relatif au potentiel de la conscience au sens large du terme, pas la conscience quotidienne, qui comprend l'esprit et la volonté. La croissance et l'expression de ces potentiels dépendent de la mise en place d'un plan et d'un contrat spécifique. Donc nous avons le plan et le contrat de survie,